Yves Bissorim Badou est notre invité sur vatrikoff.com. Monsieur Badou, bonjour. Bonjour madame. L'émission c'est l'entrevue. Merci d'accepter une fois de plus notre invitation. C'est un honneur pour moi d'être dans vos locaux, madame. Alors, comme de nombreux Gabonais, parce que nous l'avons dit à l'entame, nous allons un petit peu faire le tour de l'actualité du point de vue des incidents qui se sont produits dernièrement dans la capitale. Il s'agit notamment du suicide de ce jeune élève du lycée national Léomba. Comme de nombreux Gabonais, vous avez vu via les réseaux sociaux les vidéos de cette tragédie. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Ben, madame, d'abord je voudrais m'acquitter d'un devoir, celui de m'incliner devant la mémoire de ce jeune homme qui a perdu prématurément sa vie. Parce que ça n'arrive pas dans notre... C'est même une grande première dans notre pays qu'un élève puisse aller se pencher au-dessus d'une passerelle et se jeter dans le vide. Donc, je voudrais m'incliner d'abord en sa mémoire, et également partager ma compassion avec les parents, surtout que nous avons appris que la maman est également dans les locaux, donc elle a de manière frontale vécu la disparition de son enfant. C'est une plaie inguérissable pour les parents. Lorsqu'on met au monde un enfant, quel que soit son comportement, une fois qu'il disparaît, c'est déjà très difficile. Et lorsqu'il disparaît dans des circonstances de ce genre, en fait, il est parti avec les parents. Il est mort avec les parents. Ils n'ont plus de vie. Donc, je voudrais leur adresser mes condoléances vraiment les plus émues par rapport à cette tragédie. Alors, pour revenir au problème lui-même, je dois dire que la jeunesse aujourd'hui pose quand même problème. Pose problème et du coup, c'est notre société qui est mise en exergue. Quel type de société avons-nous lorsque nous devons faire face à ce genre de tragédie? Moi, je pense que le décès de ce jeune homme-là, ce n'est que l'aspect émergé de l'iceberg. Le problème doit être analysé dans toute sa profondeur. Monsieur Badou, vous parlez de problème en tant que parent. Avez-vous identifié très spécifiquement le type de problème auquel sont confrontés ces jeunes Gabonais? Oui, je pense que la jeunesse gabonaise est en perdition, madame. Lorsque l'enfant vient au monde, il ne cherche pas à venir au monde. C'est l'œuvre et c'est la volonté de ses parents. Exact. Lorsque l'enfant vient au monde, c'est les parents qui l'appellent. Ça veut dire qu'il y a des obligations inhérentes à ces parents-là, à son éducation, depuis l'éducation de base. Depuis l'éducation de base. Or, nous avons des phénomènes tels que des foyers monoparentaux. L'enfant est avec maman, l'enfant grandit avec la grand-mère. Donc, sur le plan de la cellule familiale, il y a un vrai mal qui affecte nos enfants, la jeunesse. L'enfant doit être suivi. L'enfant doit être conseillé. À l'école, quelle fréquentation tu as? Qu'est-ce que tu fais? Il faut que je sache quel est son surveillant, quel est son professeur principal, quel est son proviseur. Et de temps en temps, je dois appeler, ne serait-ce pour vérifier si l'enfant est venu à l'école. Il y a une véritable démission parentale auquel nous assistons aujourd'hui. Ce qui fait que, bon, il n'est pas rare de voir que l'enfant existe avec sa mère, mais le papa, il est dans le Gabon. Quand tu demandes, mais il est dans Libreville, il est dans le Gabon. Non, l'enfant s'éduque à deux. C'est une responsabilité. C'est une grande, très grande responsabilité. Depuis le bas âge, vous devez suivre cet enfant-là. Vous devez le conseiller, vous devez le nourrir, vous devez le soigner, vous devez le taper si possible, le gronder. C'est ça qui forme l'ossature de sa vie.
C'est ça qui forge sa personnalité. Parce que voir quand même, madame, qu'un enfant, quelles que soient les circonstances, va monter sur une passerelle et se donner la mort. Il faut faire preuve de courage. Ce n'est pas facile de se tuer. Ce n'est pas facile. Beaucoup ont essayé, n'ont pas pu. Mais si cet enfant-là a pu se jeter dans le vide, malgré même son condisciple qui a essayé, qui a pris le risque de grimper pour aller le sauver, non, il s'est jeté dans le vide. En tout cas, le passage à l'acte n'est pas facile. Le passage à l'acte n'est pas facile. On peut donc se poser légitimement la question de savoir qu'est-ce qui a fait que sa conscience, son être, son intérieur n'ait pas pu le freiner. Nous avons entendu qu'il y a des problèmes de stupéfiants, des problèmes de drogue. Et je crois que c'est le mal profond de notre jeunesse. Il y a d'abord la démission totale des parents. La démission totale des parents. Et ensuite, donc, il n'y a pas de suivi rigoureux de l'enfant. Et donc, l'enfant a des fréquentations indésirables. Parce qu'un enfant ne peut pas, comme ça, aller prendre les tramadol. Un autre enfant l'a amené. Celui-là a été amené par un autre enfant. Et c'est toute une chaîne qui amène finalement nos enfants à se détruire. C'est cet effet-là qui fait que l'enfant puisse avoir le courage, y compris même de se donner la mort. Mais Monsieur Madou, vous avez parlé du cas spécifique des enfants qui vivent dans des familles monoparentales ou abandonnés aux frais des grands-parents. Mais pourtant, il y a des expériences, il y a des cas réels où ils vivent avec papa et maman, mais traversent pratiquement, ou sinon vivent les mêmes réalités que ceux-là qui sont issus des familles monoparentales. Est-ce que le problème n'est pas au-delà de la monoparentalité, en fait, que vous avez évoqué tout à l'heure? C'est un des aspects, madame. C'est un des aspects, mais ce n'est pas tous les aspects. Okay. Il y a des enfants qui ne manquent de rien. Il y a des enfants de ministres, il y a des enfants de hauts fonctionnaires qui se droguent. Qui se droguent. Alors qu'il n'est pas manque. Pourquoi ils se droguent? J'ai parlé du problème de la fréquentation. Les amis, le cercle de l'enfant. Et il faut que les parents puissent aller jusqu'à percer ce cercle-là. Quelles sont les fréquentations de l'enfant? Parce qu'il y a aussi une espèce de fantasme. Bon, lorsque tu prends des stupéfiants, tu planes. Tu planes, donc tu te sens bien. Voilà. Et c'est l'œuvre des paresseux. Des enfants qui ne veulent vraiment pas, très souvent, travailler à l'école. D'accord. Alors, Monsieur Madou, ce jeune se donne malheureusement la mort non loin de l'établissement, puisque les faits ont démarré dans l'école. Alors, on parlerait entre autres de stupéfiants à l'intérieur de l'établissement. Là également, est-ce que ça ne montre pas une certaine faille des élèves avec à l'intérieur de l'établissement des stupéfiants? C'est la deuxième dimension, après la démission des parents que j'ai dénoncée. C'est au niveau maintenant de la prise en charge des enfants en milieu scolaire. Comment font-ils toujours pour arriver avec les stupéfiants à l'école? C'est la grande question. Tout simplement parce qu'il y a une faille, parce qu'il y a une incompétence, je dirais même, du personnel d'encadrement, à commencer par le surveillant. Il faut beaucoup de surveillants. Généralement, ils sont en nombre très limité. Il faut beaucoup de surveillants parce que contrôler toute une marmaille, ce n'est pas facile. Où est-ce qu'on trouve ces surveillants et comment? Les surveillants doivent être recrutés par l'État. L'État doit recruter beaucoup de surveillants. Un enfant ne peut pas avoir, ou les enfants, toute une école, tout un établissement, ne peut pas avoir 2, 3, 4, 5 surveillants. Est-ce qu'on a tenu compte de la taille des effectifs? Pas du tout. Tout sur ce plan-là, c'est négligé. Il y a une carence de surveillants dans nos établissements. Comment voulez-vous qu'on puisse prendre en charge sérieusement cette jeunesse-là? Non. Ils arrivent à passer sur les mailles du filet parce qu'il y a, je pense, quelque part, comment dirais-je, des insuffisances dans le contrôle, dans la prise en charge de l'enfant. Quand l'enfant quitte son domicile, il vient à l'école il est pris en charge par l'établissement, notamment par les surveillants. Or, nos établissements sont devenus des lieux de dire, défiant l'autorité
scolaire qui est là. Toute la hiérarchie scolaire qui est là, jusqu'au niveau du provisoire. Que font les surveillants? Moi, je sais qu'ils sont en nombre insuffisant et c'est déjà une des failles qu'il faut combler. Après, on a vu des élèves beaucoup plus gaillards ou costauds que les surveillants, pas toujours évident d'avoir affaire à ce type d'élèves. Hein. Ah non? Si l'enfant est recalcitrant, si l'enfant est trop costaud, si l'enfant n'écoute pas le surveillant, il y a des moyens de recours. Nous avons vu la police être appelée à la rescousse dans nos établissements. Donc, on a violé les franchises scolaires pour y mettre les policiers obligés. Donc, un enfant qui est costaud, qui influence le surveillant, ben, un coup de fil suffit pour que la police débarque, on l'a déjà vu. La police venir dans nos établissements. Ça, ces derniers temps, nous assistons quand même à cela. Mais il faut qu'il y ait assez de surveillants pour constater ce qui se passe. Ça ne suffit pas. Il faut également que les chefs d'établissement puissent être en contact avec les coopératives, les membres de la coopérative. Ce sont des élèves. Dans tous les établissements, il y a des coopératives scolaires. Ils se connaissent. Les enfants les élèves se connaissent. Il faut donc s'approcher des membres de la coopérative pour avoir le renseignement. Qui vont quoi et à quel moment ils parviendront quand même à déceler ceux qui viennent à l'école avec ce genre d'intention-là pour venir finalement polluer non seulement l'atmosphère au niveau de l'école, mais embarquer également d'autres enfants, d'autres innocents, d'autres naïfs. Il y en a toujours. Donc sur ce plan-là, il faut que la coopérative intervienne. Il faut que les chefs d'établissement, en mettant en place les coopératives, puissent être en contact avec eux du point de vue des renseignements. Il n'y a pas que les surveillants. Les élèves eux-mêmes peuvent nous aider à comprendre qui amène les stupéfiants au niveau de l'école. Alors, on a parlé de la responsabilité au niveau de la cellule familiale, également de l'encadrement scolaire. Vous suscitez, vous invitez à ce qu'on redouble de vigilance en ce qui concerne les effectifs des surveillants, également la coopérative scolaire qui devrait jouer sa partition. Mais après, il y a une phase entre l'école et la maison. Monsieur Dadou, avez-vous une petite idée de ce que les enfants peuvent faire à ces heures creuses où on sort de l'école pour la maison et vice-versa? Oui, c'est vrai. Il y a ça aussi. Et à ce moment-là... Comment on fait justement pour contrôler, pour maîtriser cette période, cette phase? Ça revient aux parents. Quel mécanisme vous proposez aux parents? Les parents doivent être en contact avec le surveillant, avec le professeur principal et même avec le proviseur, pourquoi pas. Appeler. Est-ce que l'enfant est arrivé? Est-ce que l'emploi du temps est respecté? À quelle heure ils ont fini les cours? Et à ce moment-là, il y en a même qui viennent chercher les enfants, surtout que maintenant les âges sont de plus en plus petits, tout ça là. On ne peut pas laisser les bébés comme ça entre l'école et la maison. Les parents doivent prendre leurs responsabilités, ils doivent venir chercher les enfants, si possible. Et aussi être très regardant sur le comportement de l'enfant. Parce que si l'enfant arrive à l'école avec des stupéfiants, il les amène depuis la maison. Est-ce qu'au niveau de la maison, les parents prennent quand même la peine de fouiller, ne serait-ce que les salles de l'enfant, ou les surprendre au moment où il part à l'école? Je pense qu'ils ne le font pas. Et ça participe malheureusement de la démission parentale que nous avons dénoncée ici. Donc il faut contrôler l'enfant. Une fois que l'enfant a fini les classes, il faut que le parent puisse savoir où se trouve l'enfant. C'est cette démission-là qui nous amène des problèmes. Tu as fini à 12 heures. Pourquoi tu arrives à la maison à 15 heures? Tu as une demande d'explication. Il faut que l'autorité parentale puisse s'exercer. Ce n'est pas seulement l'État. L'État ne demande pas aux citoyens de faire les enfants. C'est l'œuvre d'abord des parents. L'État vous aide à éduquer ces enfants-là. Mais c'est d'abord votre responsabilité pleine et entière. Pleine et entière. Un enfant bien éduqué à la maison, avec une éducation de base, suivie, ne fera pas n'importe quoi au niveau scolaire. Ça, j'en suis très sûr. Mais comme il y a une démission des parents, il y a une négligence des parents, alors personne, aucun des parents ne peut contrôler vraiment le rythme même scolaire de l'enfant. Tu as fini, quel est l'emploi du temps? L'enfant revient à la maison, vous avez fait quoi? Est-ce qu'il y a les devoirs? Est-ce que tu as fait... Il faut l'enfant n'est pas abandonné à lui. Sinon, il fera des bêtises.
Et lorsqu'on appelle l'enfant sur la terre, c'est une responsabilité pleine entière, jusqu'à ce que cet enfant-là puisse avoir la chance de travailler ou atteindre l'âge adulte. Ça peut éviter ce genre de dérapage. Comment les enfants arrivent dans un milieu scolaire avec des stupéfiants? Ça part depuis la maison, ou bien entre la maison et l'école. Mais en ce moment-là, ce n'est pas l'État qui doit suivre, c'est les parents. Ils doivent prendre leurs responsabilités. L'enfant, on ne le fait pas pour le jeter dans la société. C'est pas possible. On a bien compris, les parents doivent prendre leurs responsabilités. Monsieur Badou, dans une interview sur une chaîne des confrères, des condisciples du défunt élève disaient qu'ils souffraient de dépression. Que leurs collègues ou leurs condisciples de classe menaçaient de se suicider depuis l'année précédente. Alors vous, en tant que parent, au-delà de la reprimande, au-delà du fait que vous soyez très regardant, alors est-ce que vous avez décidé, comment on fait d'ailleurs pour déceler les attitudes de dépression chez un enfant? C'est vrai que vous êtes pas psychologue, vous êtes Oui, c'est vrai. Et un parent également a la responsabilité de veiller. Et vous faites bien de poser la question. En dehors de l'insuffisance des surveillants, il y a très peu de psychologues dans nos établissements. Il peut y en avoir un ou deux. Pour des milliers d'élèves. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a toujours un aspect psychologique auprès de nos enfants. Mais le service psychologique n'est pas vraiment performant. Sur l'étendue du territoire national, dans les établissements que nous avons, demandez combien de psychologues il y a dans ces établissements-là. C'est pas possible. Et le parent, quels sont les arguments, quelles sont les attitudes qu'il devrait avoir pour essayer un tant soit peu de jouer le rôle de psychologue, M. Badou? Le conseil, toujours conseiller l'enfant, toujours être près de l'enfant. Même s'il a mal fait quelque chose, tu appelles l'enfant. Il faut un contact permanent avec l'enfant. L'enfant n'est pas abandonné à ses idées, à ses pensées, à ses amis. Non. Le parent, l'un des parents, ça ne peut pas forcément être papa ou maman. Ça peut être le grand frère, ça peut être le cousin, ça peut être... Nous sommes des Africains. Quand même, la famille africaine, elle est assez élargie. Mais moi, je condamne le fait que l'enfant est abandonné à lui-même. Pratiquement à lui-même. Pratiquement à lui-même. Le papa et maman, c'est les premiers psychologues. Mais lorsque papa et maman sont obligés de travailler toute la journée pour amener du pain sur la table, comment on fait concrètement? Alors, il faut trouver une solution. Qui suit l'enfant? Personne ne peut suivre l'enfant dans la famille. Dans toute la famille, personne ne peut suivre l'enfant. Ce n'est pas une excuse, madame. Mais aujourd'hui, on arrive... Vous travaillez, papa travaille, maman travaille, alors on ne peut plus contrôler les enfants. Ah non. Il y a des factures à payer. Il y a les... Vous dites qu'il y a... Il y a des factures à payer. Il faut bien que papa et maman... D'accord, je ne dis pas que papa et maman ne doivent pas travailler. Non. Ils doivent bien travailler, il y a la vie est difficile, etc. Il y a des besoins à satisfaire. La vie, ce n'est pas facile. Mais parmi, puisque vous travaillez, pourquoi vous ne payez pas quelqu'un pour suivre cet enfant? Pourquoi vous ne payez pas? L'argent que vous travaillez là, c'est pour faire quoi? Pour vous payer les habits, pour la belle vie, pour... non. Mais l'enfant, c'est un problème prioritaire. Et j'ai dit que l'enfant ne peut pas être abandonné à lui-même. Non. Vous travaillez, je suis d'accord, vous n'avez pas le temps. Payez quelqu'un pour suivre cet enfant-là ou ces enfants-là. Vous êtes obligé. C'est un investissement. Parce que sinon, ça va vous retomber là, ça va vous revenir à la figure comme un boomerang. Et on va assister maintenant à des choses regrettables, telles que, bon, vous imaginez cette maman-là devant cet enfant qui se tue pratiquement devant elle. C'est un choc. C'est pas possible. Et juste rappeler à nos internautes que M. Yves Bissori-Badou est notre invité sur Vatrekoff. L'émission, c'est l'entrevue. Alors, M. Badou, comme de nombreux Gabonais, vous avez regardé à la télé ou suivi la déclaration de la Haute Autorité de la Communication, la HAC, qui suspendait les réseaux sociaux quand on sait que nos enfants, cette jeunesse gabonaise, est accro à ces réseaux sociaux-là. Alors, quel commentaire? Ah bien, madame, là, c'est encore une autre paire de manches pour notre société, décidément. Alors, les autorités ont suspendu les réseaux sociaux. Ils ont donné des raisons. Et ça y va de tous les commentaires. Hein. Ça y va de tous les commentaires. Mais bon,
Est-ce qu'il y a de très bonnes raisons valables pour les supprimer? Il y a quand même la liberté, une certaine liberté, beaucoup de liberté que nous avons. Et il ne faudrait pas que ce soit des atteintes à la liberté. Nous avons entendu que il y avait même une menace pour les institutions. Ça fait peur, tout ça. Si les réseaux sociaux mettent en péril nos institutions, voilà. Sauf qu'à ce niveau-là, on n'a pas bien compris de quelle manière ça met en péril nos institutions. Ce qui a fait que finalement les raisons qui ont été évoquées n'ont pas beaucoup convaincu, malheureusement. N'ont pas beaucoup convaincu. S'il y a péril, on la demeure, autant mieux nous expliquer ce péril, pour qu'on comprenne. Sinon, on va dire, bon, ben, c'est la dictature qui s'exprime, bon, parce que, on insulte dans les réseaux sociaux. Bon, finalement, comment on va faire? Il n'y aura plus les réseaux sociaux d'abord? C'est fini pour toujours? Non. Et puis, s'il y a des dérapages au niveau des réseaux sociaux, il faut laisser à la justice de faire son travail. Le Gabon est un état de droit. C'est à la justice de prendre ses responsabilités. C'est à la police de mener des enquêtes, d'arrêter les indélicats et de les présenter devant le juge. Ils vont inculper de leur peine. Mais arriver à suspendre les réseaux sociaux, moi, personnellement, je ne sais pas. Alors, M. Madou, nous avons parlé du cas de figure de la jeunesse qui est en péril, à entendre certains. Alors, cette jeunesse est très accro, finalement, à ces réseaux sociaux, où l'on se rend malheureusement compte, tout n'est pas vérité, rien n'est filtré. Est-ce que ce n'est pas une petite solution, finalement, pour réguler notre jeunesse gabonaise? Pas du tout. Je ne pense pas. Vous savez, on ne va pas faire du paternalisme. Il faut affronter la réalité telle qu'elle est. Il ne faut pas la fuir. Ce n'est pas parce qu'on va supprimer les réseaux sociaux. Il y a des recherches qui se font là. Il y a des aspects quand même positifs aussi au niveau de ces réseaux sociaux-là. Il y a des débats. Il y a des gens qui publient des remèdes médicinaux pour soigner les gens. Il y a beaucoup de choses. Puis nous sommes quand même au XXIe siècle. Le Gabon ne va pas inventer la roue de l'histoire en supprimant les réseaux sociaux. Je ne pense pas que ça puisse être vraiment la meilleure des solutions. La meilleure des solutions, c'est important ces réseaux sociaux-là. Il faut que les gens s'expriment. Il faut que les gens s'expriment. Maintenant, s'il y a les injures, s'il y a les dérapages, chacun sera mis face à ses responsabilités. Face à ses responsabilités. Mais dire que parce qu'il y a les injures, parce que les élèves, les enfants sont trop accros aux réseaux sociaux, on va supprimer, parce qu'il y a des images pornographiques telles que ça a été dit, et donc on va supprimer les réseaux sociaux. Moi, je trouve que non, pas du tout. Pas du tout. Dans certains pays, parce que chez nous, on paye les téléphones en désordre. Dans certains pays, quand même, on voit l'enfant, quel est son âge, etc. Dès qu'il essaie d'entrer dans telle application, tout ça là, c'est fermé. On a déjà vu ça. Donc l'État à ce niveau-là doit faire l'effort pour protéger, pour préserver un peu cette jeunesse-là. Tu as quel âge? Voilà, il faut enregistrer les gens pour qu'ils n'aient pas accès à certaines plateformes, à certaines données au niveau des réseaux sociaux. Mais ça ne justifie pas vraiment la fermeture des réseaux sociaux. Tout le monde a vécu ça comme un scandale. C'est une grande première au Gabon. Il y a les réseaux sociaux partout dans le monde, avec les mêmes faits qu'on peut dénoncer ici. Est-ce qu'ils les ont fermés? Non. C'est aussi un outil de progrès, d'évolution, d'occupation positive pour nos jeunes, d'information, de culture, de beaucoup de choses, d'évolution. Alors, si on coupait, c'est comme si on coupait carrément l'Internet. Comment on va faire? On ne peut pas évoluer. Il y a des recherches qui doivent se faire. On n'a plus les bibliothèques. Les commerces également. Les commerces également qui se font, etc. Il faut réguler un peu les commerces en ligne. Ça va rapporter une plus-value à l'État. Il faut que ces gens-là qui font le commerce en ligne puissent être encadrés pour qu'ils définissent, qu'ils déclinent leur statut de commerçant, par exemple, leurs obligations commerciales. Et à ce moment-là, le pays gagne. Au lieu de s'en priver, on a besoin des ressources, on a besoin des entrées. Le ministère du Commerce pourra bien s'organiser pour avoir ceux qui font le commerce en ligne, pour qu'ils puissent respecter donc leurs obligations commerciales.
Alors pour terminer, M. Badou, il y a de nombreux Gabonais qui appellent de tous leurs vœux à la tenue ou sinon à l'organisation des états généraux de la famille. Êtes-vous de cet avis? Ah oui, tout à fait. Je suis partant. Pourquoi? Parce que, Qu'est-ce qui doit être fait parce que la famille, c'est la cellule de base, sinon le socle de la société. Si vous avez une famille quelconque ou des familles quelconques, vous aurez une société quelconque. C'est-à-dire que tout va aller en cacahuète, comme on dit. C'est pas possible. Il faut qu'on puisse s'asseoir, bien regarder au niveau de la famille. Parce que pour moi, le point de départ, c'est au niveau de la destruction de la cellule familiale. Donc, on doit s'asseoir pour dire à l'État comment ils vont nous accompagner. Moi, je pense que c'est ça. Lorsque un enfant est arrêté, qui va intervenir le premier? C'est le parent. Lorsque la police fait son travail, il fait, c'est pas, il vend des stupéfiants, il a un comportement de délinquance juvénile, etc. Bon, il vole, il fait ceci. Mais lorsque nos autorités de police arrêtent cet enfant-là, que font les parents? Alors qu'ils devaient être les premiers à dénoncer les dérives de ces enfants-là. Au cas où il se trouverait qu'ils n'arrivent pas à les maîtriser, ces enfants. Il faut nous asseoir, parce que ça, madame, c'est un volcan qui est en train de rentrer en ébullition. Bientôt, ça va cracher. C'est un volcan, cette jeunesse-là, qu'on est en train de négliger et de minimiser. Il est plus urgent de revenir sur ces états généraux de la famille. Parce que notre société est très malade. On ne peut pas voir ce genre de choses-là et puis rester insensible. Là, c'est ce qui était visible. Mais combien d'enfants se droguent? Quel est le problème? Quels sont les problèmes, les difficultés des parents face à leurs enfants qui se droguent? Combien se droguent? Est-ce que tous les enfants se droguent à 98%? Mais ça part de la destruction de la cellule familiale. Donc il faut revenir à la case départ. Il faut que les parents viennent exprimer leurs responsabilités, comment ils les prennent vis-à-vis de leur progéniture qu'ils ont appelée sur la terre. Il ne faut pas se dire, bon, j'ai fait l'enfant et puis c'est à la merci de la société. Ah non, il y a un vrai problème de fond. Et c'est eux qui doivent assurer la relève. C'est eux l'avenir du Gabon de demain. L'ancien président disait que la jeunesse est sacrée. Mais cette jeunesse-là qui se drogue, comment elle va faire pour prendre ses responsabilités? Ça part des parents, ça part de la cellule familiale. Donc, moi, j'appelle de tous mes voeux sincèrement la tenue de ces états généraux-là pour remettre notre société sur les rails. Parce que là, on a déraillé depuis des années. Oui, je suis pour. Et je souhaite que ça puisse se faire vraiment urgemment. Merci Monsieur Yves Bissori Mbadou d'avoir accepté notre invitation. Peut-être vous souhaitez ajouter autre chose en termes de conclusion? Non, ben, ajouter autre chose, c'est peut-être au niveau de l'école. Il faut que l'école joue son rôle. Il faut que ces enfants-là puissent faire la vraie école, c'est-à-dire l'école de la rigueur. Lorsqu'on a donné des notions essentielles, des notions qu'il faut à l'enfant, ça va l'empêcher de faire de n'importe quoi. Mais aujourd'hui, nous avons une école paternaliste. Les pauvres enfants, c'est pour avoir quelle société ça? Mais l'école, c'est la rigueur. J'ai même l'impression qu'on ne redouble plus dans ce pays-là. On a les 100% à l'éducation nationale. C'est pour former quels citoyens? Qu'est-ce qui va leur permettre de se défendre face à l'adversité, face aux drogues et les autres amis qui les entraînent? Et c'est l'école, lorsque tu es bien formé, un enfant qui est bien, qui est performant, qui lit bien ses leçons, un bon élève ne fait pas ce genre de choses. Il ne va pas facilement sombrer dans la délinquance, dans la drogue. C'est faux. L'école a failli. C'est l'autre manche que je voulais bien évoquer. L'école a failli. L'école que nous avons là, bon, les enfants ne doivent plus redoubler et tout ça. Ils doivent passer en classe supérieure. Avec quel niveau? Pour quelle société? Quelle justice? Quel système sanitaire? Quelle administration générale? Je m'excuse, mais je suis indigné de voir ce qu'est devenu l'école. Parce que, bon, il faut donner, j'ai même appris qu'il y aurait
certains, bon, je prends ça avec beaucoup de réserve, certains conseillers pédagogiques qui intimeraient l'ordre aux enseignants de donner les choses faciles aux enfants. Les enfants n'ont plus le niveau, vous savez, le niveau AB. Si on leur donne les notions faciles qu'on va relever leur niveau, mais c'est ça qui forge leur personnalité. C'est ça qui leur permet de se défendre avec toute la rigueur qu'il faut. Déjà, il n'y a plus les exclusions. Oh, ce sont des petits Gabonais, vous allez les exclure parce qu'ils n'ont pas la moyenne, ils vont aller où? C'est un argument pédagogique, madame? Non. Pas du tout. Il faut multiplier les centres de formation. Cet enfant-là, on ne peut pas renvoyer de l'école. Et là, depuis 3 ans, j'en connais qui font 3 ans en 3e, 4 ans en seconde. Qu'est-ce que vous en faites? C'est la meilleure des solutions. Qu'est-ce que vous faites de cet enfant-là? Qui fait 3 fois pendant 3 ans, il est dans la même classe. Et vous en faites un délinquant. Il n'évolue pas. Il n'a pas d'espoir. Que faut-il faire pour lui? Il faut que la rigueur revienne à l'école. L'enfant qui n'a pas gagné ne passe pas en classe supérieure. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, l'enfant a le BPC, l'enfant a le bac, l'enfant est en master 2, l'enfant a le doctorat. Madame, ils écrivent du forofifo pas, c'est-à-dire le français du vieux tirailleur sénégalais, du genre, moi, il y en a mangé le pain. On a un problème. Il n'y a plus l'école. Et c'est l'un des aspects les plus essentiels auxquels l'État doit s'attaquer. L'enfant n'a pas pu aller en classe supérieure. Il redouble. S'il redouble, il ne peut pas faire des efforts pour partir. Il est exclu. Il est pris en charge par l'État pour l'envoyer dans les centres de formation. Il n'y en a pas assez dans notre pays. C'est comme ça qu'il faut prendre en charge nos enfants. Ce n'est pas dire qu'il faut les garder dans les salles de classe. Ce sont des Gabonais. Si vous les renvoyez, ils vont aller où? Mais ils vont aller dans les centres de formation. Là-bas, on n'a pas besoin de trop de littérature. Non, c'est la pratique. C'est la pratique, il faut le mettre dans la pratique. Il va apprendre à réparer un frigo, un téléphone. Il doit s'occuper, mon Dieu. Mais cette jeunesse-là est abandonnée, livrée à elle-même. Par les parents, par l'État. Par l'État, je suis désolé. Mais je dis c'est une bombe à retardement. Aujourd'hui, ils ont réussi à nous imposer d'entrer à 20h à 21h. Parce que nous savons que si tu rentres tard, si tu n'as pas de voiture, tu seras braqué. C'est clair. Et ça, c'est valable sur toute l'étendue du territoire national. C'est un problème. Et qui en parle? Est-ce que les autorités en parlent sérieusement? Il faut occuper, il faut récupérer cette jeunesse-là. Il faut qu'ils apprennent les petits métiers. Pas trop de théorie, trop de comme le font les Français. Non. Il faut être pragmatique. C'est dans la pratique. Quand les enfants là seront occupés à réparer les télévisions, les splits, les portables, mais tout ce qu'il faut, c'est tout un gisement pour caser notre jeunesse qui se perd. Je trouve ça, facilement l'expression criminelle, de la part des parents et de la part, malheureusement aussi, de notre système éducatif, qui ne veut pas évoluer, mais qui fait donc du paternalisme. 100% à l'école publique, c'est pour la première fois que je vois ça. Et lorsque je discute avec les enseignants, ils disent, mais ce sont les cancres qui ont les examens chez nous. Passez-moi l'expression. Lorsque vous les voyez raisonner, ce n'est pas possible. Est-ce que cet enfant-là peut se défendre par rapport aux difficultés de la vie? Non. L'école, c'est le socle. Les Anglais disent education is the key. Quand vous avez raté l'éducation, ce n'est pas possible. Quelqu'un disait, dites-moi quelle jeunesse vous avez, je vous dirai quelle nation, quel pays vous aurez. Dites-moi quelle jeunesse vous avez, je vous dirai quel pays vous aurez. Donc les enfants là, il ne faut pas les maintenir dans les salles de classe. Si tout le monde n'est pas appelé à avoir les doctorats. Il faut assez de centres de formation pour occuper ces enfants-là. Il faut assez de contrôle au niveau de l'école, au niveau des surveillants, il faut renforcer pour que les stupéfiants, les tramadors, les autres n'entrent pas à l'école. Il faut, lorsque l'enfant sort de l'école, que le parent puisse le prendre en charge. S'il travaille parce qu'il a besoin d'argent, d'accord, vous payez quelqu'un pour le suivre. Parce que sinon, c'est une démission fatale. C'est une démission fatale.
Moi, je ne suis pas content de l'allure, en tout cas de la direction que prend notre société, parce que l'avenir de notre société, c'est la jeunesse. Qu'est-ce qu'on en fait réellement? Est-ce qu'on prend les décisions, madame, les plus courageuses, les plus sérieuses pour canaliser cette jeunesse-là? Non. Merci, M. Madou. C'est ici que l'on s'arrête pour ce numéro des entrevues sur vatricov.com. Merci beaucoup, madame.